Le message n'est pas arrivé en douceur. Il a atterri comme un verdict qui avait déjà été discuté dans mon dos. Je m'appelle Alissa. J'ai 32 ans, et je croyais faire toujours partie de ma propre famille. C'est arrivé dans la conversation de groupe familial. Pas en privé, pas avec délicatesse, mais devant tous ceux qui comptaient pour moi. Mon père a tapé un message qui me semble encore irréel quand je le repasse dans ma tête, « Nous avons décidé que tu devrais te retirer pour le moment. » Il n'y avait aucune raison donnée, aucun suivi en douceur, aucune hésitation dans les mots, juste une instruction claire de me retirer d'un espace que j'avais soutenu financièrement et émotionnellement pendant des années. Ma mère est restée silencieuse dans cette conversation, ce qui m'a semblé encore plus lourd que n'importe quelle insulte qu'elle aurait pu taper. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre, car je refusais de me disputer en public ou de supplier pour une place que j'avais gagnée grâce à des années de sacrifice. Ma réponse a été simple, calme et définitive, je respecterai cela et me retirerai complètement de la famille. Un instant plus tard, ma sœur a réagi à mon message avec un emoji de célébration, et cette réaction en disait plus que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai ouvert le compte d'investissement qui avait été construit en utilisant mon nom, mon crédit, ma confiance. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma respiration est restée régulière. J'ai pris une décision silencieusement dans l'obscurité. Cette nuit-là, j'ai clôturé l'investissement de $285 000 que j'avais mis de côté pour eux. Avant que cette histoire ne continue, et avant que vous n'entendiez jusqu'où cela est allé, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec vos pensées. Parce que ce qui s'est passé après ce message a changé tout ce que je pensais savoir sur la loyauté, la famille et le respect de soi. Avant que tout ne se brise, notre famille ne tenait déjà plus qu'à un fil. Notre petite cabane de fruits de mer était autrefois un endroit où les gens faisaient la queue, un simple restaurant familial près de l'eau où les voisins venaient pour des crevettes frites, des crabes bouillis et du poisson grillé. Mais quand les choses ont commencé à glisser, elles n'ont pas glissé lentement. Elles se sont effondrées tout en même temps. Les fournisseurs ont cessé d'offrir des conditions flexibles, les factures de services publics s'empilaient dans un tiroir verrouillé. Et le nombre de clients quotidiens a tellement chuté que la caisse enregistreuse a commencé à ressembler à un accessoire plutôt qu'à un outil. Maman a réagi la première, mais pas avec des solutions. Elle se déplaçait dans le restaurant avec un visage crispé, feuilletant les factures impayées, se chuchotant des chiffres, vérifiant encore et encore la même pile d'enveloppes comme si elle pouvait changer simplement en étant regardée. Papa a pris le chemin inverse. Il a commencé à prendre des décisions chaotiques, commandant plus de stock alors que les réfrigérateurs étaient déjà pleins, acceptant des prêts à court terme à taux d'intérêt élevés sans lire les petits caractères, promettant des réductions à des clients que nous ne pouvions pas nous permettre. Quand ils parlaient tous les deux, cela ressemblait moins à du leadership qu'à de la panique déguisée en autorité. Ma sœur, Samantha, a été présentée pendant cette période comme celle qui était censée être la voix créative de la famille. Elle a parlé de changement de marque, de promotion sur les médias sociaux, de partenariat avec des influenceurs, mais elle n'a jamais changé son emploi du temps, n'est jamais restée tard, n'a jamais géré les fournisseurs. Quelque chose a changé entre nous si discrètement que personne ne l'a remarqué, mais je l'ai senti immédiatement. Et à partir de ce moment, Samantha s'est sentie plus distante chaque jour qui passait. J'avais mes propres projets à ce moment-là, des projets qui nécessitaient de la concentration, une relocalisation et une préparation financière. Mais je les ai tous mis en pause sans faire d'annonce ni demander de reconnaissance. J'ai commencé à me présenter après mes propres journées de travail, en restant silencieuse, en regardant les chiffres, en comptant ce qui entrait, en comptant ce qui s'échappait. Je n'ai pas demandé de participation. Je n'ai pas demandé de titre. Je n'ai pas demandé d'éloge. La première fois que j'ai envoyé de l'argent, ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas public. Ce n'était pas émotionnel. J'ai regardé les chiffres, j'ai vu combien de jours le restaurant pouvait survivre, et j'ai envoyé suffisamment pour garder les portes ouvertes un peu plus longtemps. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai pas fait un moment familial. J'ai traité cela comme de l'entretien, comme resserrer un boulon avant que quelque chose ne casse. C'est aussi le moment où j'ai cessé d'aider à distance. J'ai commencé à contrôler ce que je pouvais. J'ai construit des systèmes de suivi simples. J'ai séparé les factures par urgence. J'ai redirigé les paiements des fournisseurs. J'ai commencé à parler directement aux fournisseurs afin que les frais de retard ne détruisent pas les relations qui avaient mis des années à se construire. Je n'étais plus seulement une fille essayant d'aider.
Je fonctionnais discrètement comme la structure qui maintenait tout debout pendant que tous les autres réagissaient. Au moment où j'ai réalisé à quel point mon implication était devenue profonde, il était déjà impossible de revenir en arrière. Dès le deuxième été, rien de sérieux ne se passait sans mon approbation. L'entreprise a recommencé à respirer, non pas parce que la chance avait changé, mais parce que quelqu'un était finalement resté éveillé assez longtemps pour faire face à ce qui avait été ignoré. Les jours ont cessé de sembler aléatoires et sont devenus structurés, car chaque paiement, chaque retard de fournisseur, chaque équipement endommagé avait une voix qui attendait des réponses. Cette voix n'était pas forte, mais elle était régulière. C'était la mienne. Les fournisseurs de fruits de mer ont été les premiers murs qui ont dû être déplacés. Les conversations sont rapidement devenues inconfortables, car les soldes impayés ne s'adoucissent pas simplement parce qu'une famille a l'air fatiguée. J'ai appris à parler sans m'excuser, à gagner du temps sans promettre de mensonges, à expliquer les chiffres réels sans leur laisser sentir la faiblesse. Les prolongations n'étaient pas accordées librement, mais elles arrivaient une signature à la fois après de longs appels qui épuisaient plus d'énergie que n'importe quel travail physique ne pourrait jamais le faire. Les contrats d'équipement de cuisine se sont transformés en un autre champ de bataille, des congélateurs qui cessaient de fonctionner, des cuisinières qui avaient besoin de réparation, des sociétés de location qui ont cessé de croire aux excuses. Les documents ont été révisés. Les clauses pénales ont été étirées. Les frais de retard ont été transformés en échéances plus longues. Chaque conversation exigeait du calme, même lorsque mes mains restaient tendues. Chaque accord exigeait de la pression, même lorsque ma voix restait égale. Les dettes n'ont pas disparu, mais elles ont cessé de croître sauvagement. Les anciens soldes que tout le monde évitait ont été regroupés dans des listes claires. Les chiffres n'étaient plus des ennemis cachés dans des dossiers, mais sont devenus des problèmes assis directement devant moi. J'ai cessé de traiter les finances comme des tempêtes qui passaient d'elles-mêmes et j'ai commencé à les traiter comme des tuyaux cassés qui avaient besoin de mains sur la vanne. Ce changement a tout changé. Samantha n'a pas disparu pendant cette période. Sa présence vivait dans des histoires et des mises à jour livrées à d'autres, dans des sourires montrés lorsque des caméras étaient à proximité. Le travail ne touchait pas ses mains, mais la visibilité la trouvait souvent. Les compliments dérivaient dans sa direction. Les questions semblaient lui appartenir. Alors que la pression restait ailleurs entièrement, quelque chose de silencieux s'est durci en moi pendant cette période, mais cela ne s'est jamais transformé en cri ou en scène. Cela s'est transformé en une distance qui a grandi sans annonce. Mes parents ont lentement commencé à s'appuyer sur moi sans le dire directement. Les décisions ont commencé à venir de mon côté de la table sans que personne ne nomme pourquoi. Les factures attendaient mon examen avant d'aller de l'avant. Les problèmes ont trouvé leur chemin vers mon téléphone sans hésitation. La responsabilité a cessé de ressembler à une faveur et a commencé à ressembler à une attente que personne n'avait demandée, mais sur laquelle tout le monde comptait. Ce qui a le plus changé, ce n'est pas la charge de travail, mais le silence qui l'entoure. L'appréciation n'existait pas sous des formes bruyantes. La gratitude n'est pas devenue une habitude. Il n'y a pas eu de célébration, pas de reconnaissance, pas de moment doux qui équilibrait la pression. Il n'y avait qu'une compréhension constante que les choses fonctionnaient quand je les touchais et s'effondraient quand je m'éloignais. Quelques mois avant que l'entreprise ne semble stable, le ton au sein de ma famille a changé. La première chose que j'ai remarquée, c'est comment les compliments ont commencé à atterrir dans des endroits qui me semblaient inconnus. Même lorsque rien de sérieux n'avait changé dans le travail réel, les voix portaient de la chaleur dans la mauvaise direction tandis que le silence se rassemblait lentement autour des endroits où je me tenais. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de confrontation claire, seulement un mouvement silencieux d'attention qui semblait délibéré sans jamais être exprimé à voix haute. Papa a commencé à parler de Samantha avec une fierté qui semblait répétée plutôt que naturelle. Il a fait l'éloge de son leadership devant les membres du personnel, a parlé de ses instincts en présence d'étrangers et a répété son nom lors de réunions où ma présence n'était pas reconnue. Maman a suivi ces moments de près, offrant des sourires qui s'attardaient plus longtemps que nécessaire, permettant à cette version de l'histoire de devenir plus forte à chaque fois qu'elle était répétée. Je suis resté stable à l'extérieur tout en regardant une nouvelle réalité être remise à d'autres comme si elle avait toujours appartenu là. À l'extérieur du bâtiment, Samantha a façonné le récit avec confiance. Elle a parlé aux fournisseurs avec aisance, a expliqué l'entreprise aux visiteurs et a décrit mon implication comme quelque chose de léger et de soutien. Quand les gens ont commencé à la remercier pour des décisions que j'avais prises seul, j'ai compris que le changement avait dépassé le malentendu et était entré dans quelque chose d'intentionnel. L'histoire n'était plus partagée. Elle était en train d'être réécrite. Un après-midi,
un directeur s'est approché de moi discrètement, non pas avec peur, mais avec un ton prudent qui suggérait qu'il avait soigneusement réfléchi à chaque mot. Il m'a dit qu'il avait reçu l'ordre de ne plus m'apporter directement de rapport. Il a expliqué que des changements de structure avaient déjà été discutés à mon insu. Il m'a demandé d'être patiente, bien que la patience me semble dénuée de sens lorsque l'espace était retiré sans consentement. La zone de stockage derrière la cuisine est devenue un endroit où la vérité existait sans effort. J'ai marché dans des allées étroites pendant que les voix flottaient librement, croyant qu'elles avaient de l'intimité. Mon nom a été prononcé sans chaleur. Mon rôle décrit comme temporaire, émotionnel, inutile. Chaque mot a enfoncé plus profondément que la colère ne pourrait jamais le faire, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient calmes. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendu, et le silence m'a enveloppé pendant que tout ce que j'avais construit était réduit par des chuchotements. Les réunions ont commencé à se produire sans aucun préavis pour moi. Les chaises se sont remplies de personnes qui avaient autrefois demandé mes conseils tandis que les calendriers se fermaient sans mon accès. Les conversations se sont arrêtées au moment où je suis entré dans les pièces comme si ma présence perturbait une nouvelle structure qui se formait. Mon téléphone s'est tu pour des décisions qui nécessitaient autrefois ma voix, et la distance a grandi sans avoir besoin d'une seule annonce. La partie la plus douloureuse n'était pas de perdre le crédit, mais de vivre l'effacement au ralenti. Personne n'a jamais dit que je n'étais plus nécessaire. Aucune voix n'a été élevée. Aucune dispute n'a eu lieu. Ils ont simplement cessé de m'inclure, ont cessé de me reconnaître et ont cessé de se tourner vers moi lorsque des questions sérieuses sont apparues. C'était poli, silencieux, contrôlé et profondément dommageable d'une manière qui ne pouvait être débattue. Je suis resté silencieuse plus longtemps que ce qui était sain, non pas parce que je me sentais faible, mais parce que je croyais que me battre pourrait détruire le peu d'espace que je détenais encore. La fierté ne m'a pas poussé à exiger une reconnaissance. La colère ne m'a pas poussé à créer des scènes. La peur vivait tranquillement en arrière-plan, façonnant chaque décision de rester calme. J'ai continué à travailler dans les espaces où j'étais encore toléré, regardant l'histoire s'éloigner de plus en plus de moi chaque semaine qui passait. Au moment où les changements sont devenus évidents pour tout le monde, ils étaient déjà complets à l'intérieur de moi. Un dimanche soir tranquille, mon téléphone a vibré d'une manière que je n'oublierai jamais. La notification est arrivée sans avertissement, sans tension et sans aucun sentiment de drame. Pourtant, elle portait un poids qui me semblait plus lourd que n'importe quelle dispute que j'avais endurée auparavant. J'étais assise en silence, repassant mentalement les soldes ouverts, les retards de fournisseurs et la pression silencieuse de la responsabilité qui m'avait suivi pendant des années, même lorsque personne ne me l'avait jamais officiellement remise. J'ai attrapé mon téléphone avec un instinct neutre, ne m'attendant à rien de plus qu'à un autre message de routine, un autre petit problème à résoudre, une autre responsabilité à absorber discrètement sans qu'on me le demande. À ce moment-là, je croyais encore que mon rôle dans la famille était compris, même s'il n'était jamais exprimé à voix haute. Et je croyais encore que la loyauté avait une valeur invisible qui ne serait pas effacée si facilement. Avant que je puisse faire défiler, les mots étaient déjà là, attendant sans hésitation, comme s'ils avaient été préparés bien avant ce moment, comme si le moment avait été prévu pour m'attraper quand j'étais le plus fatigué et le moins gardé. Nous avons décidé que tu devrais te retirer pour le moment, a envoyé un texto papa. Le message est apparu dans notre conversation de groupe familial, le même fil où les plans avaient l'habitude de circuler, où les problèmes financiers étaient partagés avec désinvolture et où ma contribution n'avait été demandée que lorsque les choses atteignaient un point de rupture. Il n'y avait aucune chaleur dans le texte, aucun langage adoucissant, aucune reconnaissance d'effort ou de temps, juste une décision qui avait clairement été écrite bien avant d'être envoyée. C'était comme lire quelque chose d'officiel, quelque chose de traité, quelque chose de déjà discuté à huis clos où mon nom avait été prononcé, mais ma voix n'avait jamais été entendue. À cet instant, j'ai réalisé que je ne faisais plus partie de la pièce depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de clarification. Il n'y a pas eu de tentative de rendre cela plus facile à recevoir. Maman est restée silencieuse, et ce silence ne m'a pas semblé accidentel. Il m'a semblé coordonné, intentionnel et définitif, comme une signature silencieuse sous un accord que je n'ai jamais été invité à voir. J'ai ressenti l'absence de ces mots plus vivement que tout ce qui avait été écrit, car cela confirmait une décision partagée plutôt qu'un moment de confusion. J'ai lu le message lentement, non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que je le comprenais trop clairement. Ce n'était pas une invitation à la discussion ni un moment d'hésitation. C'était une décision prise ailleurs,
là où je n'étais jamais autorisé à être, approuvé discrètement et livré sans hésitation. J'ai tapé avec soin, choisissant la clarté à l'émotion, la maîtrise à la réaction et la distance à l'explication. J'ai répondu, je respecterai cela et me retirerai complètement de la famille. Je ne me suis pas justifié ni énuméré les sacrifices, car les explications n'ont d'importance que lorsque les personnes qui les lisent accordent encore de la valeur à la vérité, et je sentais déjà que la vérité n'avait plus sa place dans cet espace. Quelques secondes plus tard, ma sœur aînée a réagi à mon message. Elle n'a pas répondu. Elle n'a rien remis en question. Elle a simplement tapé un emoji de célébration, et le symbole est apparu à côté de mes mots, confirmant sans hésitation que la décision avait apporté un soulagement plutôt qu'une tension. Ce simple symbole semblait plus fort que n'importe quelle dispute parce qu'il était honnête d'une manière dont les mots le sont rarement. Le groupe de discussion est redevenu silencieux, et ce silence semblait permanent. Personne n'a essayé d'adoucir quoi que ce soit. Personne n'est intervenu pour réparer les dégâts. Personne n'a manifesté d'inquiétude. Le calme semblait délibéré, solide et scellé, comme le dernier moment d'une conversation qui s'était terminée bien avant qu'on ne me dise qu'elle avait lieu. Dans ce silence, j'ai finalement compris que ce que j'appelais famille avait tranquillement continué son chemin sans moi. Cette nuit ne s'est pas terminée en cris ou en larmes. Elle s'est terminée en clarté. J'avais été retiré, non pas par accident mais par accord, d'une famille qui ne m'appréciait que lorsque j'étais utile et qui se sentait à l'aise de célébrer le moment où je n'étais plus nécessaire. Le lendemain matin a commencé tranquillement, mais ma décision était déjà prise. Je me suis réveillé sans confusion, sans hésitation et sans la pression familière de me demander comment résoudre des problèmes qui n'étaient jamais vraiment les miens au départ. La pièce semblait ordinaire. La lumière semblait normale, mais mes pensées se déplaçaient avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il n'y avait pas de colère qui me motivait, et il n'y avait aucun désir de prouver quoi que ce soit. Il n'y avait qu'une décision calme qui avait fini de se former pendant que tout le monde dormait. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le compte d'investissement qui avait plus de poids que la plupart des gens ne le comprenaient. C'était le compte qui avait été utilisé pour maintenir le restaurant à flot, pour étirer le temps lors des urgences de fournisseurs et pour combler les lacunes que personne ne voulait admettre. Je me suis connecté sans me précipiter parce que je ne réagissais plus, et je n'essayais plus de sauver quelque chose qui avait déjà choisi de fonctionner sans moi. Les chiffres sont apparus propres et précis sur l'écran. Je les ai examinés une fois, non pas par doute, mais par habitude. Puis j'ai lancé le transfert. J'ai retiré la totalité des 285 000 $, le montant exact que j'avais investi pour maintenir leur entreprise en vie. Et j'ai regardé le chargement de la confirmation sans ressentir de triomphe ni de regret. Cela semblait procédural, comme la fermeture d'un chapitre qui était resté ouvert trop longtemps par faux espoir. Immédiatement après avoir supprimé leur accès, j'ai bloqué toutes les autorisations financières qui leur permettaient de toucher au compte. J'ai révoqué toutes les autorisations partagées, tous les appareils liés et tous les canaux d'autorisation connectés. Je n'ai pas hésité parce que l'hésitation m'avait déjà coûté assez de temps. Je ne me suis pas inquiété de l'apparence que cela donnerait parce que j'avais passé trop d'années à me soucier des apparences tout en étant effacé discrètement. Plus tard ce même matin, j'ai contacté mon avocat, Victor, qui m'avait aidé dans la documentation juridique et les questions de protection financière précédentes. C'était la première fois que son rôle importait en dehors de la paperasse discrète. J'ai tout expliqué directement, sans exagération, sans distorsion émotionnelle et sans laisser de place à l'interprétation. Il a écouté en silence, ce qui m'a dit que ce que je décrivais n'était pas surprenant, mais extrêmement clair. Victor a commencé à préparer des limites juridiques immédiates. Il m'a conseillé de me protéger avant que la situation ne puisse être déformée en quelque chose de juridiquement dangereux. Il m'a conseillé que le silence serait plus sûr que l'explication et que la documentation serait plus forte que les conversations émotionnelles. Cet après-midi, j'ai rédigé l'email. Je n'ai pas trop réfléchi à la formulation. Je n'ai pas ajouté de phrases dramatiques. Je n'ai pas inclus de douleur personnelle. J'ai simplement écrit que je mettais fin à tous les rôles juridiques et financiers associés à l'entreprise. J'ai écrit que je retirais toutes les responsabilités informelles. J'ai écrit que je ne serais pas disponible pour la consultation, les approbations, la négociation financière ou la direction opérationnelle. Avant de l'envoyer, j'ai relu l'email une fois, non pas par doute, mais par souci d'exactitude. Puis je l'ai envoyé. Après que l'email ait quitté mon écran, je suis resté immobile pendant longtemps. Il n'y a pas eu de soulagement qui m'a submergé. Il n'y a pas eu d'excitation.
Il n'y a eu qu'une compréhension constante que j'avais enfin cessé de verser de l'énergie dans un endroit qui avait discrètement cessé de me considérer comme faisant partie de sa structure. Je me sentais adulte, ancré et très calme. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour voir les réactions. Je n'ai pas attendu de colère ou d'excuses. Je n'ai pas préparé de défense. J'ai compris que le silence qui suivrait serait plus fort que n'importe quelle dispute et qu'il leur appartiendrait, pas à moi. Ce matin-là a tout changé, non pas parce que j'étais bruyant, mais parce que j'en avais fini. Une semaine plus tard, les dégâts ont commencé à apparaître partout. Ce qui avait autrefois ressemblé à une opération stable a commencé à paraître fragile d'une manière que personne au sein de la famille ne voulait admettre à voix haute. Je n'avais pas besoin de regarder de près pour comprendre ce qui se passait parce que les signaux ont commencé à arriver par le biais de personnes qui avaient travaillé avec nous pendant des années et qui ne semblaient plus confiantes lorsqu'elles parlaient. Le premier effondrement est venu des fournisseurs de fruits de mer. Ils ont cessé de confirmer les calendriers de livraison, ont ignoré les factures et ont retardé les camions sans explication. D'anciens partenaires qui avaient autrefois fait confiance à de simples appels téléphoniques ont commencé à exiger des garanties écrites et une preuve de capital disponible avant d'accepter d'aller de l'avant. Certains ont simplement cessé de répondre complètement, ce qui a créé une panique silencieuse au sein des opérations qui reposaient sur des chaînes d'approvisionnement prévisibles. Peu de temps après, les employés ont commencé à partir. Certains ont été honnêtes quant à leurs raisons et ont dit qu'ils avaient entendu des rumeurs sur l'instabilité de la paix. D'autres ont disparu tranquillement, en soumettant des lettres de démission sans confrontation ni explication. J'ai appris par d'anciens superviseurs que les membres du personnel étaient préoccupés de savoir si leur salaire serait protégé et si le restaurant pourrait survivre un mois de plus sous une direction peu claire. Les banques et les prêteurs ont commencé leur propre processus d'examen. Les prêts existants ont été signalés, des documents ont été demandés à nouveau et les services juridiques ont commencé à inspecter la structure de l'entreprise avec une nouvelle intensité. Les accords qui avaient autrefois été signés sans hésitation ont soudainement fait l'objet d'un examen formel. Les clauses qui n'avaient jamais eu d'importance ont commencé à en avoir, et le langage juridique a commencé à se resserrer autour de chaque transaction. À l'intérieur de l'entreprise, Samantha a été poussée à la visibilité d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les investisseurs, les auditeurs et les consultants externes ont commencé à poser des questions directes sur son rôle, son autorité et sa compréhension des systèmes financiers. On lui a demandé d'expliquer des opérations qu'elle avait rarement touchées et des décisions qu'elle n'avait jamais personnellement traitées. Les réunions qu'il a louées autrefois ont maintenant révélé le peu de contrôle qu'elle avait réellement. Lorsque la pression est devenue réelle, des rumeurs de dépôt civil ont commencé à faire surface discrètement. Des avocats ont commencé à demander des dossiers, des horodatages et des accords. Plusieurs parties ont commencé à discuter d'éventuelles actions en justice liées à la fausse déclaration, à l'exposition financière et à la responsabilité de l'entreprise. L'idée d'une action civile est passée d'une menace lointaine à une préparation structurée soutenue par des documents dont je savais qu'ils existaient parce que j'avais autrefois aidé à les organiser. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas le chaos, mais à quel point tout cela me semblait prévisible. Pendant des années, j'avais maintenu ensemble des parties fragiles du système sans être nommées, sans être respectées et sans être protégées. Une fois ces soutiens disparus, rien ne les a remplacés. Les décisions ont commencé à ralentir, la peur a commencé à se répandre et la confiance s'est effondrée dans les conversations privées bien avant qu'elles ne se manifestent publiquement. Les appels et les messages ont commencé à atteindre mon téléphone plus fréquemment. Certains provenaient de personnes qui semblaient nerveuses. Certains provenaient de personnes qui semblaient désolées. D'autres provenaient de personnes qui parlaient avec soin, choisissant des mots qui suggéraient qu'elles savaient déjà que la situation ne pouvait pas être réparée facilement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé d'une distance qui me semblait propre, contrôlée et méritée. Maman et papa ont cessé d'apparaître dans les communications internes qui me semblaient autrefois automatiques. Mes parents ne semblaient plus certains dans leurs échanges privés. Le contrôle est passé de l'autorité à la maîtrise des dégâts, et même cela semblait instable. Samantha s'est retrouvée seule face aux questions, assumant une version de responsabilité qu'elle n'avait jamais prévu d'assumer sans assistance. À la fin de cette semaine, l'entreprise ne semblait plus forte de l'intérieur. Elle semblait exposée. Elle semblait vulnérable. Elle ressemblait à quelque chose qui avait perdu ses véritables fondations bien avant que quiconque ne réalise ce qui manquait. Je n'ai pas célébré l'effondrement. Je n'ai pas ressenti de satisfaction face à l'effondrement. J'ai ressenti de la clarté. Les conséquences n'arrivent pas bruyamment.
Elles arrivent lorsque le silence devient impossible à ignorer. Un mois plus tard, ma vie me semblait stable pour la première fois. Je ne me réveillais plus en scannant les messages ou en vérifiant les mises à jour qui ne m'étaient jamais destinées. Mon téléphone restait silencieux pendant de plus longues périodes, et le silence me semblait mérité plutôt que vide. La distance que j'avais créée a commencé à me sembler naturelle, comme si mon esprit avait enfin accepté que la paix n'avait pas besoin de permission. Maman a essayé d'appeler en premier. Le numéro est apparu sur mon écran tôt le matin, y est resté pendant quelques secondes, puis a disparu lorsque j'ai choisi de ne pas décrocher. Papa a suivi plus tard cette semaine avec un message vocal qui semblait prudent, mesuré et inconnu. Il n'y avait pas de demande dans leur tentative cette fois-ci, pas de supposition, pas de pression, seulement de l'hésitation superbe avec un ton poli qui n'avait jamais été nécessaire auparavant. Mes parents ont demandé à se rencontrer, ont suggéré que nous parlions en privé et ont offert des mots sur la reconstruction et le nouveau départ sans mentionner les conditions. La famille a demandé si j'envisagerais de revenir. Ils ont appelé cela une chance de revenir, une façon de réparer les choses, un geste d'unité qui sonnait mieux en théorie qu'il ne l'avait jamais fait en réalité. Il y a eu des promesses de respect et des déclarations sur les erreurs commises. Il y a eu des invitations à s'asseoir et à discuter des rôles. Il y a eu des suggestions que tout pourrait être équilibré à nouveau si j'acceptais d'entrer à nouveau dans le tableau. J'ai refusé chaque version de l'offre sans colère, sans débat et sans hésitation. J'ai choisi une structure différente pour mes journées. J'ai construit des routines qui ne répondaient qu'à mes propres normes et à mon propre temps. J'ai ouvert des comptes qui n'appartenaient qu'à moi et j'ai gardé mes finances séparées de toute forme de contrôle partagé. Mes décisions n'exigeaient plus d'approbation ou d'explication, et cette liberté me semblait stable plutôt que téméraire. Le travail est devenu ciblé. La croissance est devenue personnelle. La stabilité est devenue quelque chose que j'ai créé au lieu de quelque chose que j'ai supplié de garder. J'ai cessé de mesurer ma valeur à travers les rôles familiaux ou les attentes dépassées. L'envie de faire mes preuves s'est estompée dès que j'ai cessé de me tenir dans des pièces qui exigeaient une performance. Ma vie est devenue plus calme de la meilleure façon, remplie de routines prévisibles, d'efforts honnêtes et de résultats qui n'appartenaient qu'à mes mains. Même mes pensées ont commencé à ralentir comme si mon esprit avait enfin reçu suffisamment d'espace pour respirer sans crainte d'interruption ou de correction. J'ai appris quelque chose d'important grâce à ce processus, et la leçon est restée simple. Les limites ne sont pas des actes de rébellion. Ce sont des actes de survie et de respect de soi, en particulier au sein des relations familiales où l'histoire émotionnelle remplace souvent la responsabilité. Lorsque vous tracez une ligne, vous n'abandonnez pas les gens. Vous protégez la partie de vous-même qui vous permet de vivre sans ressentiment, sans crainte ou sans dette invisible. La vraie paix apparaît lorsque vous cessez de courir après la validation de personnes qui ne valorisent que l'accès. Si vous êtes resté avec mon histoire jusqu'à ce moment, je tiens à vous remercier d'avoir écouté avec un esprit ouvert et un cœur honnête. Votre temps compte, et votre attention compte plus que la plupart des histoires ne le reconnaissent jamais. Si cette expérience vous a touché ou vous a rappelé quelque chose de personnel, partagez vos pensées dans les commentaires. Je les lis. Je les respecte. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester connecté pour d'autres histoires vraies comme celle-ci.